Ce que je peux dire sur les influences littéraires, c'est que très tôt, j'ai eu un contact très privilégié avec la littérature parce que je venais d'un milieu où les gens lisaient. Il y avait des livres chez moi, tu sais, des livres que je lisais même étant très jeune sans vraiment les comprendre, des livres pour adultes bien entendu parce qu'on n'avait pas vraiment de littérature pour les enfants. Alors je lisais, je me rappelle très tôt avoir lu Stéphane Zweig, la pitié dangereuse, avoir lu La Dame aux camélias, tu sais, des livres pour les adultes. Mais les influences littéraires, je pense elles viennent de partout. En arrivant au Québec, j'ai découvert la littérature québécoise, la littérature canadienne. Je me rappelle avec encore beaucoup d'émerveillement de Bonheur d'occasion de Gabriel Roy. Je dis souvent que c'est ma plus grande fenêtre sur le Québec et le Canada. Je crois qu'il y a eu l'influence ce que je considère comme les classiques haïtiens, comme Marie Vieux-Chauvet, tu sais, Amour, colère et folie, qui est un livre qui m'émeut encore beaucoup, tu sais, à la lecture aujourd'hui. Et je pense que pour moi, c'est un modèle. Je voudrais écrire comme elle. Il y a Nadine Gordimer, par exemple, que j'ai beaucoup lu à un moment donné. Je lis beaucoup des textes de femmes. Il y a d'autres auteurs, les auteurs espagnols par exemple, j'aime beaucoup la littérature qui a été faite en Espagne, l'époque de Lorca, la littérature. Il y a un auteur que j'ai découvert il y a pas longtemps qui s'appelle Ramon Sender, qui avait quitté l'Espagne au moment du franquisme et qui est revenu dans les années 70, qui a écrit un tout petit livre mais d'une densité incroyable qui s'appelle Requiem pour un paysan espagnol. Au fait, les influences, comme je dis, elles sont nombreuses. Je ne suis pas très versée dans la littérature américaine, mais comme tout le monde, j'ai essayé de lire Faulkner, que je n'ai pas vraiment beaucoup apprécié. On lit tous les auteurs dont on parle comme ça, comme un peu des classiques, mais tous n'ont pas une influence sur nous, mais voilà. Il y a, parmi les auteurs américains, je peux dire, Toni Morrison, j'ai beaucoup lu Toni Morrison, j'ai lu Alice Walker, j'ai lu Bell Hooks, qui est plutôt essayiste, mais j'ai beaucoup lu Angela Davis, tu sais, il n'y a pas que les auteurs de littérature à proprement parler, tu vois. Au niveau de la pensée, Angela Davis m'a beaucoup apporté. Ce sont des livres que j'ai découverts dans les années 70 en arrivant au Québec. Je vis dans ce même quartier depuis, je dirais, 25 ans. Dans une première maison d'ailleurs, et après où je suis restée environ 5 ans, et dans celle où je suis aujourd'hui il y a 20 ans. Et quand je quitte Montréal, quand je pars en voyage et quand je pense revenir chez moi, c'est à ce quartier que je pense, un quartier avec lequel j'ai une histoire d'amour en quelque sorte. J'aime me promener dans le quartier, je reconnais même les arbres du quartier. Il y a un parc pas loin et j'ai même donné des noms à certains arbres. Ce qui signifie que j'ai essayé de quitter ce quartier à un moment donné et j'ai regardé partout dans Montréal. Je n'ai pas vu où est-ce que je pourrais aller habiter d'autres. Finalement, j'ai décidé de rester dans le quartier. L'inspiration, oui, je peux dire qu'il y a une sorte d'inspiration. Les voisins, je ne les connais pas trop, à part quelques-uns qui sont les voisins immédiats avec lesquels j'ai des rapports. J'avais un voisin sur lequel je dois écrire quand même une histoire, il est mort il y a 3 ans. C'est un homme, je n'ai jamais su de quel pays il était arrivé, mais il était d'ailleurs. Il était d'ailleurs et c'est un type, à mon avis, qui était un peu malade. En fait, je veux écrire une histoire sur comment apprivoiser un être humain. Lorsque je suis arrivée dans la maison, cet homme a commencé par avoir une attitude très, agressive pour débuter. C'était un vieux monsieur.
Et j'arrivais pas à comprendre le problème. Tu sais, pour un oui, pour un non, il se fâchait. Un jour, il a appelé la police, il a dit qu'on a mis des branches d'arbres devant sa maison. Et tranquillement, j'ai vu que son gazon n'était pas coupé régulièrement. Il était tout seul dans la maison. Je suis allée un jour couper son gazon pendant que je coupais le mien. Des petits trucs comme ça. Un jour, il m'a appelé, il a cherché mon numéro dans le bottin pour me demander un ouvre-bouteille. Il voulait boire du vin, il ne trouvait pas d'ouvre-bouteille. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir une conversation tous les jours, mais sur les balcons. Et il me parlait de ses problèmes avec sa famille. C'était quelqu'un qui avait vécu, enfin, il était juif. Il m'a raconté beaucoup d'histoires, tu sais, sur les déportations et tout ça. Alors, je crois que j'étais pratiquement la seule personne à qui il parlait. Nos balcons se touchaient littéralement. Et on est devenus un peu amis. Tous les jours, il surveillait le moment où j'allais quitter la maison pour pouvoir m'attraper et me raconter toujours la même histoire. Mais il est mort pratiquement seul. C'est un voisin, j'étais en voyage, un voisin m'a dit quand je suis revenue que ça faisait 3 jours qu'on n'avait pas vu sortir sur le balcon faire les 100 pas et que la police est venue, il est mort. Et l'histoire que je veux écrire s'appelle Apprivoiser Isidore. Il s'appelait Isidore. Tu sais, tout ce qu'il m'a fallu déployer d'énergie pour apprivoiser cet homme qui au fait cherchait un moyen d'entrer en communication avec nous mais c'était sa mauvaise humeur qu'il avait trouvée. Alors j'ai aussi d'autres voisins que j'aime beaucoup qui sont aussi des vieux qui ne parlent ni français ni anglais. Alors chaque été c'est l'été qu'on se voit, puisque durant l'hiver, ils sont pratiquement enfermés chez eux, ils sont très vieux. Et l'hiver, lorsque l'été arrive, ils jardinent. Et puis, comme moi aussi, j'aime beaucoup jardiner. Alors, on s'échange des boutures et des choses, et des légumes et des trucs du genre, avec beaucoup de mimiques pour pouvoir finir par se comprendre. Et c'est un peu ça. Ma relation avec les gens du quartier, c'est surtout avec les personnes âgées. Il y en a plusieurs dans ce coin, qui est un coin où il y a beaucoup de personnes âgées, un quartier majoritairement juif. Et puis bon, voilà, c'est un peu, c'est mes points de repère, c'est le quartier que j'aime, c'est le quartier, qui s'étend jusqu'à la Côte des Neiges. Je suis un peu beaucoup à l'ouest de la Côte des Neiges. Et là, c'est comme s'il y a on peut dire qu'on retrouve les mêmes populations partout dans Montréal, parce que c'est surtout des gens qui viennent d'ailleurs. Montréal, c'est une ville peuplée de gens. J'ai déjà travaillé dans une école où il y avait 60 nationalités différentes. Alors, c'est beaucoup dire sur la diversité, tu sais, de cette ville. On retrouve cette même population un peu partout, mais on dirait qu'elle est spéciale. Pour moi, elle est spéciale. Quand j'arrive, par exemple, au coin de la Côte des Neiges et de Queen Mary, on a l'impression que c'est un peu chez nous. Au fait, tout le quartier, c'est chez moi. Et vraiment, ça m'inspire. J'ai écrit un petit texte qui s'appelle « Les 20 petits pas vers Maria », en pensant à une voisine qui était juste en face et qui était, je pense, du Sri Lanka. Dans ma tête, la personne qui est, la protagoniste dans ce petit texte, Maria, c'est une femme qui vient de ce genre de pays. Elles viennent souvent comme travailleuses domestiques. Il y a beaucoup de Philippines, aussi des femmes des Philippines, parce que juste à côté, la rue après, c'est un quartier huppé, un quartier très très riche qui s'appelle Homestead, où il y a beaucoup de familles qui emploient les travailleuses domestiques. Alors oui, je peux dire que le quartier m'inspire en quelque sorte, parce que ces femmes, je les croise dans l'autobus quand je le prends, et puis voilà, j'ai une relation beaucoup d'affective avec ce quartier. J'ai fini par développer cette relation parce que c'est pas évident. J'ai mis beaucoup de temps, moi, à défaire mes valises à Montréal. Et je peux dire que ça s'est passé en 91. En 91, après le coup d'État en Haïti. Parce que j'avais toujours gardé l'espoir, tu sais, qu'un jour j'allais faire mes valises et que j'allais rentrer. D'ailleurs, c'était un projet en 91, après l'arrivée d'Aristide au pouvoir. Et comme il y a eu le coup d'État 7 mois après, ça n'a pas eu lieu. Et il y a eu après les 6 mois, il y a eu comme un déclic à un moment donné. Je me suis dit, bon, tu es ici et puis c'est ici maintenant. Et j'avais l'impression que c'était à ce moment-là que je défaisais les valises, que j'ai arrangé la maison où j'habitais. Elle était toujours un peu de briques et de broc, jamais bien installée. Tu vois, alors voilà, c'est dans ce quartier que cette décision a été prise. Les premiers souvenirs d'enfance,
C'est dans un quartier qu'auparavant ils appelaient l'ALU. L'ALU qui, enfin, aujourd'hui je ne sais pas trop ce que c'est devenu. Nous habitions dans une maison à côté des sœurs de Sainte-Rose de Lima. D'ailleurs, je raconte ça dans une de mes nouvelles où cette maison, on a dû la quitter parce qu'il y a un macoute célèbre qui s'appelait Zacharie Delva qui a, je ne sais pas s'il avait demandé qu'est-ce qui s'était passé, mais il avait décidé qu'il voulait bâtir sa maison dans cet emplacement-là. Et dans cette maison, enfin ces souvenirs d'enfance, je me rappelle qu'on pouvait voir le jardin des religieuses, tu sais, et je les voyais se promener. C'était vraiment quelque chose d'assez idyllique. Lorsque j'étais enfant, moi j'avais dans ma tête qu'on n'était pas riche, tu sais, qu'on était des gens pauvres, et pourtant je me suis rendu compte qu'on ne l'était pas puisqu'on vivait dans une maison assez grande, tu sais, on mangeait 3 fois par jour, on avait les belles tables du dimanche, tu sais, les gens faisaient l'effort, tu sais, les belles tables avec beaucoup de nourriture, tu sais, alors c'était vraiment bien. C'est pas une enfance uniquement avec papa, maman, c'était une maison où il y avait beaucoup de gens, d'ailleurs une grand-mère, tu sais, vraiment très puissante, du côté maternel, beaucoup de tantes qui étaient elles-mêmes des institutrices. Je peux dire que mes premiers souvenirs, en ce qui a trait au savoir, c'est d'aller à l'école avec mes tantes qui étaient des institutrices qui allaient à la campagne. Et elles m'emmenaient. Et j'ai souvenir des voix d'enfants qui disaient « ces petites directrices-là, ce sont les enfants de la directrice. » Tu vois, et j'étais là, assise sur les bancs à côté de ces enfants, à répéter, à annoncer. J'avais peut-être 3 ans, puisque je n'étais pas encore inscrite à l'école. Il y a eu par la suite l'inscription dans une école de religieuses, bien sûr, où j'étais terrorisée par la méchanceté de ces bonnes sœurs. Je me rappelle les oreilles que l'on tirait, les punitions, tu sais, épouvantables. Et à un moment donné, je suis allée à l'école au Sacré-Cœur de Turgeot. Là, je pense que c'était déjà une autre étape. Les religieuses me paraissaient un peu moins sévères. Et puis quoi d'autre? Je n'aimais pas l'école, je détestais l'école. Tout ce que je voulais faire en classe, c'était rêver. Rêver, et puis je pense que c'est ce que j'ai fait surtout. J'étais pas du tout une bonne élève, je n'aimais que faire des compositions. J'aimais beaucoup, par exemple, la géographie, tout ce qui me permettait de rêver, au fait. La géographie, l'histoire, les livres, bien sûr, et puis la Bible, parce que c'était pour moi la plus belle histoire. Et chez les religieuses, on étudiait quelque chose qui s'appelait l'histoire sainte. Pour moi, c'était merveilleux, tu sais, toutes ces histoires de Caïn, Abel, et puis toute la Genèse, et puis toutes ces histoires religieuses. Quel autre souvenir d'enfance? Une enfance, enfin, dans les livres, beaucoup. Je t'ai déjà dit comment j'aimais lire. J'étais une enfant solitaire aussi. Alors, je dois dire qu'il y avait dans cette famille, dans cette maison, il y avait beaucoup de personnes, des cousines, il y avait une génération de personnes beaucoup plus âgées que moi et les petits-enfants. Et moi, j'étais comme une personne du milieu, une adolescente, entre les très jeunes et ceux qui avaient déjà plus de 20 ans. Alors, mon temps, je le passais dans les livres, puisque je ne me retrouvais ni avec les... Et c'est pour ça que j'ai gardé une attitude de solitaire et de quelqu'un qui veut souvent être seul, parce que j'ai passé une enfance un peu seule. À l'adolescence, je me souviens que je me réfugiais parfois très loin, sur le toit de la maison même, quand nous avions déménagé. Enfin, ça c'est après toute cette histoire, la famille a déménagé. Ils ont acheté un terrain dans la zone de Delma, qui à cette époque, il n'y avait vraiment personne dans ce quartier. Je me souviens même qu'il y avait des chèvres, des bœufs, tu sais, c'était la fin des années 60. Alors... j'avais sans doute 9 ans, 8-9 ans, tu vois, et puis je suis un peu perdue quand on parle de l'enfance, ça nous bouleverse énormément. Et puis bon, je peux dire que l'enfance aussi a été beaucoup marquée par toute l'arrivée de Duvalier et la peur. On a été une famille de gens persécutés. D'ailleurs, dans mon dernier livre...
l'Alligator Numerosa, je parle un peu de ces nuits où les militaires envahissaient la maison pour emmener cette personne, cette autre personne. J'ai vécu de très près ces événements. Pas relié à mon père particulièrement. Mon père était un opposant, mais vraiment farouche à Duvalier. Ça, c'est surtout ma mère qui m'en a parlé parce que mes parents biologiques ont divorcé. Mon père a divorcé, ma mère était enceinte de moi, tu vois. Alors, j'ai pas connu vraiment la vie avec un père biologique, mais j'ai eu vraiment une enfance où on m'avait dorloté quand même, j'ai reçu quand même de l'affection, mais avec beaucoup de structure en quelque sorte, parce que les gens étaient très très sévères. Mais oui, je parlais de cette enfance dans la peur et ces militaires qui envahissaient la maison et jusqu'au départ vers Haïti, moi, vers le Canada, ce que j'ai gardé, c'est le souvenir que j'ai, c'est d'avoir envie de partir à cause de cette peur que l'on ne peut pas nommer justement. On sent qu'il y a des choses qui se passent. Aujourd'hui, un enfant de 15 ans, de 16 ans, il parle librement de politique, il parle de tout, mais à l'époque, on ne parlait pas. Les gens étaient garrottés par la peur et c'est ça que j'ai... Je pense que c'est le souvenir ultime de cette peur. Et il y a un événement dont j'ai beaucoup parlé dans mon écriture, le dernier livre et aussi dans Le silence comme le sang, c'est cette maison de la famille Benoît qui a brûlé. Nous étions voisins à cette époque-là. Est-ce que c'est une époque? C'est une époque qui précède sans doute l'époque où on a vécu près des sœurs parfois les époques se mélangent aussi un peu. Cette maison qu'on a brûlée au Bois-Vernat, parce qu'il y a une époque où on habitait aussi dans ce quartier, et j'étais dans la rue à ce moment-là. J'avais 9 ans et j'ai vu les militaires, j'ai vu la fumée, j'ai vu la maison qui brûlait. Et tous les jours, pour me rendre chez les sœurs du Sacré-Cœur, je devais passer devant les ruines de cette maison. Et encore aujourd'hui, ce qui me tue, c'est que il n'y avait pas les mots pour nous expliquer ce qui s'était passé. Tout simplement, je savais qu'il y avait des gens qui avaient été tués dans cette maison-là et qui étaient morts et que sans doute leurs ossements s'étaient mélangés au gravat. Hein, Et c'est ça que je reprends un peu dans l'Alligator Numerosa, ce personnage la quête de ce personnage, Antoine, c'est pour comprendre pourquoi ce crime. Tu vois? Alors, et souvent j'ai l'impression que c'est le dernier souvenir de mon enfance. Parce qu'on dirait qu'il y a comme une espèce il y a des choses que je n'arrive pas à nommer de l'enfance, enfin du reste de cette enfance. J'ai l'impression que ce traumatisme a été tellement, tellement fort qu'il me faut parfois parler avec des gens, des amis ou d'autres personnes pour faire les liens. C'était un vrai traumatisme et même après être devenu adulte, aujourd'hui j'en parle encore avec beaucoup d'émotion, être devenu adulte, je ne pouvais jamais comprendre pourquoi j'étais aussi effrayée quand j'entendais le bruit des sirènes, à Montréal même. Et j'ai pu, à force de parler à des gens, faire le lien avec ce traumatisme de l'enfance. Parce que lorsque cet événement est arrivé, au lieu de dire ce qui s'est passé, j'ai vu les gens dans la famille en train de ramasser leurs trucs et de mettre dans une voiture pour aller se cacher quelque part à la campagne. Et l'école était fermée et tout, et personne pour nous dire ce qui est arrivé parce que les adultes avaient trop peur. Alors c'est un peu ça l'enfance. Une enfance sous Duvalier, c'est ça, c'est la peur, c'est le désespoir du silence aussi, parce qu'on s'enferme dans un silence épouvantable, on a l'impression que tout le monde va vous trahir. Alors on ne parle pas. Pour moi, j'ai trouvé cela très très difficile. Et parfois je me dis que c'est pour ça peut-être que j'écris. Aux gens qui me lisent, et récemment j'ai eu une conversation avec ma fille qui est une lectrice aussi, qui lit beaucoup en général et qui, je pense qu'au départ il y a une douleur dans l'écriture. Quand je pense au texte de Balafre par exemple, toute cette douleur elle est présente. Le livre d'Emma, il y a eu des commentaires de lecteurs enfin entre autres une lectrice qui m'a écrit un jour de la Martinique pour me demander mais d'où vient toute cette douleur. Je pense que c'est au départ il y a ça, il y a un besoin peut-être de nommer quelque chose qui fait mal. Je dis souvent que le livre d'Emma c'est un livre, c'est mon premier livre, c'est un livre que j'ai porté en moi pendant longtemps. C'est un livre de questionnement. Qu'est-ce qui fait qu'on écrit? Je pense que c'est parce qu'on a des questions à poser. À mon avis c'est ça. Et que si je prends le livre d'Emma, il y a des tas de questions là-dedans que je
que je lance au lecteur comme ça, tu vois, et qui m'aident parfois à trouver les réponses. L'alligator, c'est un peu le questionnement sur l'impunité. Comment est-ce que des gens qui commettent des crimes comme ça peuvent s'en tirer à si bon compte? Et comment peut-on pardonner? Tu sais, quand le bourreau jamais ne demande pardon. Et comment peut-on tolérer ce genre de choses? Et parfois même en filigrane dans l'œuvre, on retrouve les questionnements, mais aussi de manière très claire parfois. Dans un des textes qui s'appelle La maison face à la mer, je l'ai lu récemment dans une rencontre avec des étudiants universitaires, la question est posée: comment peut-on survivre après tant d'horreurs? Tu sais, je pense qu'au départ, il y a ça, il y a des questions auxquelles je ne trouve pas de réponse. Je pense que c'est un des moteurs, tu vois, de l'écriture. Par exemple, les 20 petits pas vers Maria, c'est une question sur la distance entre les êtres humains. Parce que Maria, c'est quelqu'un qui est une domestique, qui travaille enfin, dans une maison face à celle de la personne qui écrit. Et au lieu de parler à cette personne-là, qui est la domestique, la personne imagine ce qu'a pu être la vie de Maria. La question des rapports entre les gens me préoccupe énormément, la question de la distance entre les êtres humains, la question de la communication aussi, du désir de communiquer avec les autres, mais un désir assez souvent inassouvi. Les gens, souvent je me questionne sur ça, tu sais, sur la communication. D'ailleurs, on voit aujourd'hui comment les gens, l'Internet, le rôle que ça joue, même dans les rapports amoureux. On dirait que les gens ont plus de facilité d'aller vers ces moyens de communication plutôt que de communiquer entre eux. Au fait, je dirais que c'est ça au départ, c'est des questionnements, des questions que je me pose et auxquelles je voudrais trouver des réponses. Et quand on écrit, on ne va pas vers toutes les réponses, mais on trouve quand même le fait de débattre, par exemple, dans le livre, dans l'Alligator, de la distance entre le bourreau, entre le bourreau et la victime, de la question des notions de pardon, des notions... Tout ça, c'est très instructif pour la personne qui écrit, parce que l'écriture, c'est quand même un monde dans lequel on avance sans trop savoir où on va, et au fur et à mesure, on découvre et les réponses nous viennent également. Au fait, je dirais que l'écriture, c'est un grand questionnement, quoi. Au fait, je ne fais pas une différence entre le moment où j'écris, ou encore ce que je produis comme travail, ou cette activité d'écriture, et les autres choses que j'ai dans ma vie. C'est pas deux personnes séparées, c'est-à-dire c'est la même personne qui est passionnée par le théâtre, qui a passé des années à aller au Bread and Puppet, à travailler, à faire des trucs pour le théâtre. Ici aussi, j'avais à un moment donné travaillé avec un groupe de femmes. C'est beaucoup un théâtre militant, un théâtre d'idées, et aussi mon activité au sein de groupes communautaires, par exemple, travailler avec des enfants. C'est aussi une manière, en fait, je travaille beaucoup avec les adolescents dans les écoles pour leur donner le goût, la passion de la lecture. Et souvent ça marche. Les jeunes me voient tellement passionnés par mon travail que ça les inspire, et parfois ils me disent des choses mais vraiment très, très naïves en quelque sorte, que à cause de vous je vais lire tous les livres maintenant, tu vois, mais ils sont sincères quand ils le disent. Je pense qu'il y a un désir d'engagement, un désir de changement, un désir aussi de demander aux jeunes de s'engager eux-mêmes. Souvent, l'écriture, c'est aussi une passerelle pour me permettre d'aborder avec eux d'autres sujets, enfin, qui ne sont pas à leur portée assez souvent. Les parents ne vont pas parler, par exemple, de ce qui s'est passé au Chili, parler d'Haïti. Souvent, dans les écoles, les jeunes ont lu Alexis d'Haïti, qui est un petit roman sur l'exil, mais aussi sur un roman qui traite de sujets comme la répression, pourquoi la dictature. Ce sont des questions que les jeunes me posent dans les écoles, tu vois, et ça me permet de leur parler de ce qui s'est passé en Espagne, au Portugal, la dictature des colonels, tu sais, des choses auxquelles ils n'ont pas accès, du Chili, plus près de nous en 73, tu vois, de l'Argentine, où toute une génération de gens a disparu, tu sais, on ne parle pas souvent de ces sujets aux enfants, et pour moi, écrire, c'est aussi un moyen de parler de ces choses qui me préoccupent et qui me ramènent toujours à Haïti. Je dis toujours que une des plus grandes écoles
où j'ai été pour comprendre Haïti, ça a été l'école des latino-américains ici. Quand les Chiliens ont commencé à arriver en 73, 74, je suis devenue très proche de cette communauté et j'ai beaucoup appris parce qu'ils sont arrivés à Montréal avec une tradition de lutte, tu sais, qui n'avait pas disparu comme en Haïti, parce que Duvalier, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, ce qu'il a fait, c'était de détruire toutes les organisations étudiantes, paysannes ou autres, tu sais, il manquait cette tradition de lutte et d'organisation. Avec les Chiliens et les Argentins, j'ai trouvé ça. J'étais très proche de cette communauté et je peux dire que dans tout mon travail, on sent cette empreinte, tu sais, de toutes ces années de militance très active en quelque sorte. Alors pour moi, c'est une continuité, c'est la même personne, c'est la même chose. Il n'y a pas Marie Célie l'écrivaine et Marie Célie qui travaille dans les écoles ou qui, tu vois, c'est dans le prolongement l'un de l'autre. La manière de travailler un texte dépouillé, tu vois, parce que c'est un théâtre très visuel. C'est peut-être pour ça, mes livres, souvent, on me dit ça. Ils sont très visuels. Tu sais, j'ai beaucoup appris avec Peter Schumann, qui était le directeur de théâtre. J'ai dit qui était parce que Peter vieillit beaucoup maintenant, et puis bon, le théâtre n'est plus ce qu'il était. Mais c'est un homme un érudit aussi très cultivé, avec qui j'ai eu de grandes discussions, tu vois. Et puis, de faire du théâtre pendant toutes ces années, ça a peut-être eu une influence aussi sur mon travail, tu vois, dont on dit qu'il est très visuel. Ce que je crois, c'est que je trouve que l'eau est très présente dans mes textes, la mer, l'océan. Il n'y a pas un seul de mes textes où l'océan n'est pas présente. Pour quelle raison, je ne sais trop. C'est peut-être lié à mon enfance, à tout ou bien le fait que je sois poète aussi en quelque sorte. Tu sais, la mer, c'est quelque chose qui a toujours inspiré les gens. Mais je dirais que je n'aime pas beaucoup m'exprimer ni réfléchir sur ces questions très... On peut facilement dériver dans n'importe quel... dire n'importe quoi, tu sais. Pour moi, j'ai l'impression que je porte mon île en moi-même. Comme je suis quelqu'un d'assez... J'aime bien communiquer avec les gens, mais je suis une personne assez secrète et assez privée, en quelque sorte. Et je crois que le fait de vivre à Montréal a accentué ce besoin chez moi, parce qu'on vit à Montréal, mais on vit aussi dans des communautés. Et j'ai l'impression qu'en quelque sorte, on ne nous pardonne pas de ne pas appartenir corps et âme à la communauté. Il faut fréquenter tous les gens, il faut être de tous les milieux, il faut être ami avec tout le monde. Il y a des gens qui s'imposent à vous comme ça. Et moi, je pense qu'on a besoin d'être avec soi-même. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être avec eux-mêmes. Moi, je n'ai pas ce besoin. Cette peur ne m'habite pas. Et j'aime bien être seule et souvent je me dis que je suis sur ma propre île. C'est aussi sur cette île que j'arrive à créer aussi, à écrire et à rêver. On a besoin de rêver. Et j'adore ça. Parfois, des gens m'appellent. Je me rappelle, après avoir écrit le livre d'Emma, j'ai passé 6 mois sans rien faire. Je n'avais pas envie de faire quoi que ce soit. J'étais fatiguée. C'est un livre qui m'a épuisée physiquement. Et on me demandait, je répondais pratiquement pas au téléphone. Mais lorsqu'il m'arrivait de parler aux gens, les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien rien, je suis là. Je disais souvent, je regarde les arbres. Et je rêve, j'aime beaucoup rêver. D'ailleurs, en classe, c'était l'un de mes problèmes. Quand je dis que je n'aimais pas l'école, c'est le lieu où le rêve est interdit. Et j'adore rêver. J'aime laisser l'esprit vagabonder comme ça, tu vois. Alors c'est ça, je suis sur ma propre île. Parce qu'Haïti, je l'ai quitté il y a si longtemps. J'ai passé 20 ans sans rentrer en Haïti. C'est récemment, depuis 91, j'ai essayé de faire des retours successifs, très courts parfois, d'une semaine ou deux. Récemment, j'ai passé 2 mois. C'est une île que je réapprends à connaître, tu vois, parce que quand on quitte le pays, enfin, à 15-16 ans, c'est pas un mot, enfin, à cette époque-là, on connaissait pas vraiment. Je connaissais pas vraiment Haïti, tu vois. Tranquillement, j'apprends à reconnaître, à nommer les choses, à pouvoir recommuniquer avec les gens. C'est des choses qu'on désapprend, tu vois. Et est-ce que cette île, elle est encore en moi de manière aussi prégnante, tu vois, que quelqu'un qui a vécu toute sa vie là-bas, je ne sais pas. Quand on est à Montréal, c'est vrai qu'on est sur une île, mais on n'a pas l'impression d'être sur une île.
Euh, alors je dis souvent que bon oui, j'aime les îles, je les porte en moi et je porte une principalement en moi. C'est ce bonheur de pouvoir rêver, de pouvoir créer, tu vois. C'est